Voilà, Karine Chabot, du Val d'Oise, conseillère en formation professionnelle, en charge du DABM depuis 13 ans maintenant. Et voilà, à votre service aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le réseau. Et donc, je suis accompagnée d'Agnès. Oui, donc bonjour Agnès Kendé, donc conseillère en formation professionnelle, en charge du DABM des Hauts-de-Seine depuis 11 ans peut-être, un petit peu moins que moi. Si, depuis 2014. Donc ça fait 11 ans. Voilà, exactement, ça fait 11 ans. Oui. Donc, voilà. Donc, on connaît particulièrement bien cette prestation et voilà l'intérêt qu'elle peut susciter pour les personnes, quelles qu'elles soient. Alors, DABM, l'acronyme, c'est Dispositif Académique de Bilan et Mobilité. On fait partie d'un réseau, voilà, vous avez une structure partout sur le territoire. Nous, on est plus spécifiquement sur l'Île-de-France, 8 DABM, sur 3 académies. Et on a une expertise de plus de 30 ans sur le bilan de compétences, avec des consultants expérimentés dans l'accompagnement des personnes sur leur projet professionnel. Donc, on revient sur l'historique rapide de ces structures. Surtout en 86, on était à l'initiative de la constitution des centres interinstitutionnels de bilan de compétences, donc les CIBC. Dans le cadre d'une expérimentation, et puis on a poursuivi après cette phase d'expérimentation, l'objectif étant de former à l'époque des conseillers bilan de compétences, et on a poursuivi cette activité en travaillant cette prestation nous-mêmes. Et le bilan de compétences, il est quand même relativement vieux maintenant, il date de 91, la loi n'a pas été encore remodifiée. Je pense qu'elle aurait besoin d'un petit toilettage, mais ça c'est juste mon avis personnel. Voilà, la base juridique du bilan, c'est quand même toujours 91. Comment les DABM vous accompagnent? Donc on est vraiment des centres de bilan de compétences, de coaching professionnel et de validation des acquis et d'expérience. La validation des acquis et d'expérience, c'est la possibilité de valider une certification grâce à son expérience professionnelle quand on a fait une fonction, qu'on a habité une fonction et qu'on en a fait les activités. Eh bien, ce fait de faire permet de générer de la compétence et de la connaissance qui est donc reconnue grâce à la validation des acquis et de l'expérience et à l'accès de la certification qui correspond à l'expérience professionnelle qu'on a pu mettre en œuvre. On a donc une méthodologie éprouvée, puisque vous voyez, on a été à l'origine du bilan de compétences en 91 et que de ce fait, eh bien, on a toujours réinterrogé nos pratiques, notre méthodologie, et qu'on a formé aussi nos conseillers à prendre et nos consultants à prendre le temps de se réinterroger par rapport à cette méthodologie qui sert, comme le disait Karine, est vraiment guidée par notre loi de 91 qui détermine les différentes étapes du bilan de compétences. Notre professionnalisme, eh bien, il est lié aussi aux typologies des personnes, de profil des personnes que l'on a dans nos équipes. Donc, on a des psychologues du travail, on a des psychologues cliniciens, on a des professionnels RH, des coachs, et puis de ce fait, puisqu'on est dans la VAE, des méthodologues VAE, ce qui signifie qu'on a formé nos consultants à la méthodologie d'accompagnement par rapport à la VAE pour mettre en exergue et en mettre en valeur les compétences et les connaissances qui correspondent au référentiel de la certification. Et nos valeurs, c'est évidemment le respect de la personne, l'écoute, la mission de service public, parce que ça nous tient à cœur. On n'est pas des ABM pour rien et on n'appartient pas au réseau des Greta sans avoir porté cette valeur du service public pour que tout le monde ait accès à cette prestation de réorientation, d'interrogation. Et évidemment, on le pratique avec de la bienveillance et du non-jugement qui est fondamental. Et donc, nos missions, c'est vraiment d'accompagner la personne dans l'élaboration de ses projets en identifiant les talents, les motivations, les valeurs et les forces. Alors, la question qui se pose, c'est qui peut faire un bilan aujourd'hui? À peu près tout le monde.
On est cabinet généraliste et on accompagne tout statut, que ce soit des salariés, des demandeurs d'emploi, des agents publics, des 3 fonctions publiques. On accompagne également des artisans, commerçants qui vont aller mobiliser des fonds pour pouvoir s'interroger aussi sur leur devenir. Toute personne qui se questionne en fait sur son projet professionnel, projet de reconversion ou simplement sur sa personnalité et sur sa façon de s'adapter au monde qui l'entoure et surtout de reprendre confiance en soi pour pouvoir aller de l'avant et aller puiser ou en tout cas identifier ses ressources qu'elle va mettre et qu'elle va mobiliser pour réaliser le projet qui lui tient à cœur. Alors effectivement, on est guidé par des consultants qui sont formés pour. On ne va pas faire à la place de, mais on fera avec. Et donc les financements. Et les financements, plusieurs financements, soit du plan de développement des compétences, ça c'est quand on inclut l'entreprise dans sa démarche, soit du compte personnel de formation pour les personnes qui ont déjà un compte et pas forcément ceux de la fonction publique, puisque le CPF ne pourra être mobilisé qu'avec l'accord de la hiérarchie. On peut aussi réaliser son bilan sur temps de travail ou hors temps de travail. Tout va dépendre de la façon dont vous voulez mobiliser ce CPF. Vous avez bien sûr l'application moncompteformation.gouv.fr sur laquelle vous avez accès au montant des droits qui vous sont acquis. Et pour les fonctions publiques, c'est en heures et non pas en heures. C'est ça, en heures et sous condition d'une enveloppe de financement. On postule pour pouvoir bénéficier de cette enveloppe. Et vous demandez, il y a un passage en commission, il y a une campagne en fait qui est ouverte en général en fin d'année, en décembre, janvier, et vous avez une demande express à faire remonter à votre hiérarchie, et elle est évaluée en commission, et en général les commissions se tiennent vers le mois d'avril, et vous avez la réponse de votre hiérarchie sur la prise en charge d'une partie du financement, et ensuite, vous pouvez faire le choix du centre qui vous accompagne. Là, la dernière commission a eu lieu le 14 avril, avant les vacances, et les réponses sont tombées. Voilà. Alors, quand on a parlé du financement et quand on a parlé effectivement de qui peut faire quoi, les différentes modalités de réalisation de la prestation, ce sont des entretiens, en tout cas en ce qui nous concerne, individuels, uniquement, avec une seule et même personne parce qu'elles sont formées et habilitées à la passation de tests. C'est en présentiel ou à distance, donc on s'adapte vraiment à votre rythme et à vos possibilités de mobilisation. Et on a aussi un accompagnement spécifique pour les personnes qui seraient en situation de handicap et qui demanderaient des aménagements. Vraiment du sur-mesure. En fait, c'est ce qui nous caractérise sur le DABM et le réseau. C'est de s'adapter à toute personne qui a envie de se poser des questions et d'être accompagnée sur son devenir. Et vraiment, on est capable de concevoir des outils spécifiques. On n'est pas dans l'industrialisation de la prestation. Les différentes étapes d'un bilan, donc elles vous sont schématisées. Avant que Agnès vous dévoile en fait les 3 phases du bilan de compétences, il ne faut pas oublier qu'on a toujours un entretien préalable qui est gratuit, sans engagement et qui vous permet de pouvoir découvrir le centre et la personne qui va vous accompagner. Et ensuite, une fois que vous aurez choisi le centre avec lequel vous travaillez, donc en l'occurrence on part du DABM, parce qu'on peut vous accompagner à constituer votre dossier de prise en charge financière. Une fois que celui-ci est accepté, on passe à la réalisation proprement dite. Donc là, la phase l'entretien préalable a eu lieu, votre financement est acté, et donc on va rentrer dans cette phase préliminaire. Alors qu'est-ce que la phase préliminaire? C'est vraiment de définir en fait quel est votre programme, quelle est votre demande, quel est votre besoin, quelles sont vos interrogations. Parce que en fait tout ça, de bien définir
le questionnement, d'être précis dans ce questionnement et de vraiment, l'intérêt d'un bilan, c'est de pouvoir dire tout ce qu'il est nécessaire de dire. Et c'est pour ça que cette alliance de travail que vous aurez commencé à élaborer lors de l'entretien préliminaire et qui aura guidé votre choix pour le centre de bilan et la personne surtout, le consultant ou la consultante que vous avez choisi, eh bien, il va être nourri tout au long des différentes étapes du bilan et il sert à pouvoir, voilà, poser les choses telles qu'elles doivent être posées avec toutes les interrogations. Aucune interrogation, un détail d'une interrogation est important parce que il va guider la recherche les différents outils qu'on va pouvoir vous proposer par rapport à la menée de ces réponses à ces questions et l'ordre aussi de priorisation des interrogations qu'il est intéressant de faire de façon à poursuivre les projets. Alors, donc c'est pour ça que on met définir le contenu, à chaque question du bilan, une réponse, une individualisation. Et c'est vraiment ça la phase préliminaire qui va définir un peu le programme, même s'il est défini de façon un petit peu certes théorique, mais il va être affiné tout au long des accompagnements. Hein, et Karen nous a parlé des entretiens en face à face. C'est vraiment des entretiens individuels en face à face qui vont permettre de pouvoir dérouler. Parce que quand on est en bilan, qu'on se pose une question, on dit tiens, j'ai un projet, j'ai envie eh bien, il est peut-être nécessaire d'aller dans un premier temps au bout du projet pour savoir parce que l'objectif du bilan, c'est de définir des projets réalisables et, faisables et réalistes. Et réaliste, quand on dit ça, c'est que vous avez, à la fin de votre bilan, un plan d'action qui dit de telle période à telle période, il sera nécessaire de faire telle action, de telle période, vous voyez, de façon à ce que vous ayez, entre guillemets, de façon très simpliste, votre recette de cuisine pour mettre en œuvre les projets que vous aurez définis. Et quelquefois, une première question, on a un bénéficiaire qui arrive et qui nous dit « j'ai un projet de création d'entreprise, voilà, j'ai tout ». Eh bien, ok, on va travailler ce projet, on va définir sa réalité, son réalisme, et peut-être qu'on arrivera à eh bien c'est faisable, ok, on va mettre toutes les étapes qui va permettre de le faire, toutes les ressources qu'il faut mobiliser, tous les contacts qu'il est nécessaire de faire pour la mise en œuvre, et peut-être qu'il ne l'est pas. Et le fait de fermer ce projet, eh bien il sera fermé, et donc il donnera la possibilité d'aller vers autre chose et de définir d'autres projets. Donc c'est pour ça que la première phase de préliminaire, de définition du programme, elle est importante. Et la phase d'investigation, elle est vraiment là pour poser les choses et on a besoin c'est un temps que vous offrez, le temps du bilan, et c'est un temps que vous offrez pour vous. Et se permettre de, repérer ses compétences, eh bien ça c'est important. Et de prendre le temps de les écrire dans chaque expérience qu'on a fait. C'est jamais un travail que l'on fait quand on est en activité, et cette prise de recul, cette analyse un petit peu systémique de où j'ai travaillé, comment j'ai travaillé, avec qui j'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai développé comme compétences et connaissances, et qu'est-ce qui m'a animé, est-ce que ça va dans le sens aussi de mes valeurs, de ma motivation. Donc on va faire ce portefeuille de compétences et on passe en revue toutes les expériences et toutes les compétences que vous avez fait. Et ensuite, on va ouvrir sur une connaissance de soi grâce à des outils, des tests, des tests à la fois sur sur sa personnalité. Les tests, c'est vraiment des médiateurs qui nous permettent de poser des questions, de mettre des éclairages sur tel et tel centre d'intérêt, telle et telle motivation, qui permettent de s'interroger, d'aller un peu plus loin. J'ai tel centre d'intérêt. Je vais passer merci Karen, parce que je parle sur les choses qui étaient déjà sur une slide. C'est pas la peine. Non, mais c'est ça, c'est l'illustration. Voilà, c'est vraiment les illustrations. Là, par exemple, on a mis notre RIASEC, réalisme. RIASEC, c'est simplement les différentes lettres qui définissent le profil de personnalité. Est-ce que je suis quelqu'un de réaliste? Est-ce que je suis quelqu'un d'investigateur? Est-ce que je suis quelqu'un d'artistique?
social, entreprenant et conventionnel. Et là, à chaque typologie, vous voyez, à chaque type, voilà, réaliste, de personnalité, correspond des métiers, correspond des choses, et selon le degré, en fait, de performance, enfin, pas de performance, mais d'échelle, en fait, dans différents types, et ben, voilà, ça te guide, et on ouvre des choses, et on enferme d'autres, parce qu'on va regarder les métiers, etc. Donc ça, c'est vraiment pour définir ses atouts, ses forces, ses freins, et sa personnalité. Et les formateurs, enfin les accompagnateurs, pardon, sont habilités sur différents tests ou questionnaires de personnalité. Là, on a évoqué le RIASEC, mais il peut y avoir le MBTI, le Golden. En fait, chaque profil de consultant va pouvoir avoir ses propres outils, comme disait Agnès. L'outil n'est qu'un médiateur, en fait, c'est qu'un prétexte à échange. Et à discussion. Oui, c'est ça. Voilà. Et de toute façon, vous sachiez que c'est vous qui avez les rênes de votre bilan. Nous, l'accompagnateur, il est à côté de vous, il vous propose des outils, il vous renvoie des interrogations, il vous permet de creuser telle et telle chose, il vous permet de vous renvoyer des choses. Tiens, j'ai entendu ça, qu'est-ce que vous en pensez, enfin, qu'est-ce que j'ai pas bien compris, et d'aller un petit peu plus loin. Voilà, et de vous accompagner dans ces questionnements et de vous proposer des outils pour en avoir les réponses et l'approfondissement. Alors, justement, j'ai été trop vite. On a fait notre partie préliminaire, on a défini notre programme, on a fait notre partie d'investigation, on a ouvert tous les champs possibles, on les a travaillés, on les a toujours avec cette analyse réaliste et faisable, parce que faisable aussi, je n'ai pas évoqué le marché du travail, les métiers en tension, etc., la possibilité d'aller vers les contrats médicaux, parce qu'on n'a pas évoqué dans le bilan la présentation de la reconversion suite à une incapacité de travail, ce qui arrive, on reçoit des bénéficiaires de ce type-là, et qui ont ces problématiques, en tout cas ce besoin de se reconvertir au regard de ces possibilités physiques. Donc on a fait tout ça, on a défini nos projets, et on va travailler le réalisme. Et le réalisme, en fait, quand on est en bilan de compétences, on a vraiment un argument qui est le poids qui dit, eh bien, je souhaite connaître votre métier. J'ai lu ma fiche de poste, j'ai lu ma description de poste, eh bien moi, je voudrais maintenant savoir qu'est-ce qu'un chargé de mission dans le secteur social. Eh bien, je vais aller avec cet argument, j'ai besoin on va définir des personnes à contacter avec cet argumentaire, je fais un bilan de compétences et je souhaiterais vous rencontrer parce que j'ai besoin de connaître la réalité la réalité du métier dans votre secteur d'activité, de quelle façon ça s'articule, parce qu'on a la théorie, on a le travail prescrit, on a le travail réel. Et c'est dans ces enquêtes qu'on va aller chercher le travail réel et on va se permettre d'ouvrir les secteurs d'activité qui ne sont pas du tout les nôtres, d'aller de côté, de voir un petit peu la mobilité, qu'est-ce que je peux faire avec, quel est l'écart entre ce que je sais faire et ce que je devrais savoir faire, est-ce qu'il y a un projet de formation qui est nécessaire d'associer à mon projet de mobilité. Et donc ces enquêtes, elles sont importantes et nécessaires. Et elles seront à la fois dans la rencontre métier et dans la rencontre formation aussi. Si j'ai besoin de faire une formation, je vais rencontrer mes organismes de formation qui sont susceptibles de me délivrer la certification qui est en relation avec le projet que je souhaite faire. D'accord. Vous vous mettez en contact avec les entreprises des secteurs Alors, on n'a pas des entreprises, non, avec des personnes qui exercent le métier que vous souhaitez exercer. Donc, pour pouvoir se rendre compte de la réalité métier d'une assistante de direction, parce que vous avez été assistante et que ça peut vous intéresser. La relation avec un dirigeant, il faut savoir qu'une assistante de direction peut assister plusieurs dirigeants, et ça, c'est pas la même chose qu'un seul. Elle peut aussi être amenée à beaucoup se déplacer, si on travaille sur une entreprise qui a une échelle nationale. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte pour pouvoir vraiment prendre en lien les contraintes aussi qui vous habitent, les contraintes financières ou géographiques. Les gens souvent se méprennent sur la secrétaire assistante médico-sociale. Ils veulent faire ça parce que c'est une secrétaire et parce que ils ont une petite appétence sur le vocabulaire médical et autres. Ce sont des métiers qui sont quand même très
tendu aujourd'hui, dans un secteur tendu, avec des horaires qui sont pas faciles, qui sont pas forcément compatibles avec une vie de famille. Et il faut le savoir, parce que sinon vous allez partir en formation pour être secrétaire assistante médicale, et quand vous allez sortir de la formation, vous allez décider, vous apercevoir que les horaires sont pas compatibles avec ce que vous souhaitiez. Et là, tout le monde a perdu son temps et son argent. Et l'idée, c'est vraiment d'aller rencontrer des personnes et qu'elles vous disent, voilà, le salaire réel, c'est ça. C'est pas le salaire qui est affiché sur la fiche de poste. Les contraintes, c'est ça. Les compétences attendues, c'est ça. C'est ça que ça permet. Alors, nous, on vous met en relation avec des personnes ressources qui ont déjà suivi un bilan avec nous et qui nous ont donné leur accord pour être contactés. Après, vous avez d'autres moyens, mobiliser votre réseau, et toutes sortes de choses qui vous permettraient de réaliser ce type d'enquête. Ça peut être au téléphone, ça peut être un entretien physique. Il faut se donner du temps aussi. Que ça prend du temps d'aller interroger les personnes. Elles sont en général très réceptives parce que parler de leur métier, ça fait toujours plaisir. Vous avez Cécile, quand vous l'avez interrogée sur le métier de CFP, même si elle est en probatoire cette année, l'entretien a duré longtemps parce que elle avait beaucoup de choses à dire aussi sur son métier. Donc voilà, il faut pas hésiter aussi à échanger parce que c'est le meilleur moyen pour vous de vous rendre compte des difficultés ou des avantages d'un poste. Non, l'immersion, on peut la conseiller, c'est compliqué dans le temps du bilan. Par contre, à l'issue du bilan, pourquoi pas, effectivement. Après, vous pourriez, je rebondis, mais demander ça aussi, une aide au service proxy RH, puisqu'ils ont la possibilité de signer des conventions d'immersion. Voilà. Alors, j'ai demandé il y a 10 jours et j'ai pas eu de réponse encore. Faut le temps. Mais c'est vrai que les gens peuvent être aussi, effrayés parce qu'ils veulent pas passer des tests, parce qu'ils ont un mauvais souvenir, parce qu'ils ont l'impression que ça va les mettre en difficulté. Donc souvent, on peut aussi dévier sur des outils visuels, des petits QCM, des choses beaucoup plus ludiques aussi. On s'adapte en fait à la personne. Donc il faut démystifier un petit peu le mot de test. Donc c'est pour ça que notre phase d'investigation, on va la poursuivre avec la définition de projets. Alors 1 ou 2 projets, c'est toujours nécessaire. Il me semble que c'est intéressant d'avoir un projet avec un S parce que il y a des grains de sable. La vie, elle est jamais faite telle qu'on penserait qu'elle se déroulerait. Il y a toujours quelque chose qui peut, Donc, il faut 2 projets. Et puis, il y en a un court terme, un long terme. Ça peut être très variable et ça ouvre des possibles. Et c'est intéressant que ça puisse être au pluriel. Donc, effectivement, investiguer, élaborer ces projets, l'adéquation de l'emploi, du marché de l'emploi et de projet, ça c'est vraiment important qu'il soit dans la définition de ces projets et dans la connaissance et dans la recherche aussi. Ne serait-ce que pour pas perdre toute sa motivation. Vous voyez bien, vous, quand vous avez commencé vos recherches aussi sur ce thématique-là, le temps qui est imposé aussi, il vous appartient pas et il faudrait pas non plus se démotiver parce que ça met trop de temps à se mettre en place. Donc les étapes qu'il y aura à mettre en œuvre pour le ou les projets sont importantes et il faut avancer petit pas par petit pas. Si on part sur une formation éducation nationale, les formations elles commencent au mois de septembre, on est au mois de mai, on a envie de commencer tout de suite, il faut savoir prendre son temps aussi, c'est important d'avoir autre chose. Et donc la fin de toutes ces phases nous permet d'arriver au document de synthèse. Le document de synthèse, c'est vraiment un document qui va reprendre les différentes étapes, qui est un document qui est un document qui est écrit, qui ne va pas relater tout ce que vous avez fait en bilan, mais qui est la synthèse du pourquoi, des choix, des projets que vous avez faits et quelle est l'argumentation qui soutient ces projets. Pourquoi j'ai choisi ça? Ça répond à tel et tel point. J'ai des compétences de tel et tel, dans tel et tel domaine. Cependant, il m'en manque dans tel domaine par rapport à la complétude des compétences qu'il est nécessaire d'avoir par rapport au métier que j'ai choisi. Et ça permet en fait donc de formaliser le projet, la construction d'un plan d'action, ce que je vous disais, de telle date à telle date, j'aurai telle chose à faire, et préciser, c'est parce que c'est un guide, c'est votre recette de cuisine, c'est le fil rouge de la réalisation de... Et cette synthèse, elle est co-construite, elle est de toute façon écrite et co-écrite ensemble, de façon à ce que elle puisse, si vous avez envie qu'elle le soit, elle peut être aussi transmise par rapport, j'ai un projet de formation, j'ai besoin de demander un financement,
Alors c'est pas, enfin ça peut l'être vrai aussi dans l'éducation nationale, mais de dire j'ai travaillé mon projet, je sais où je vais et je peux vous transmettre. Alors voilà, elle est aussi un outil pour valoriser le travail que vous avez fait, valider le choix et l'argumenter. Oui, ça peut être pour une mobilité interne. Oui, aussi. Effectivement, quand on vous dit, face à quelqu'un qui vous dit, non, mais ça va être compliqué, vous comprenez, vous avez réfléchi, vous avez fait des choix conscients, on vous a aidé à les prendre, ce sont vos choix, mais ils ont été réfléchis. Et après, ça vous appartient de trouver la force de les réaliser, mais ne pas s'arrêter à quelqu'un qui vous dit, ça va être compliqué. Oui, tout est compliqué, bien sûr, mais il faut vous donner les moyens d'arriver à vos fins. Voilà. Et c'est comme disait Valérie, c'est faciliter votre prise de décision, mais en tout cas, c'est des choix conscients. Comme disait Agnès tout à l'heure, si vous décidez de ne pas poursuivre un projet qui vous tenait à cœur, c'est parce que vous avez identifié les bonnes raisons. Vous n'avez pas de regret, en fait. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de regret à dire j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû faire ça. Non, je suis allée jusqu'au bout, j'ai étudié que pour faire ci ou pour faire ça, il me fallait passer par telle et telle étape, et je décide de ne pas y aller parce que ces étapes sont trop contraignantes. Mais je vais sur autre chose. Donc, évidemment, évidemment, on a peu parlé là, on a peu évoqué de la sphère personnelle, des changements, de l'évaluation de ces changements, de l'évaluation des changements et des changements qui seront induits aussi dans la sphère personnelle. Donc tout ça, c'est évidemment pris en compte dans le bilan. On ne peut pas changer d'emploi de métier sans en prendre la totalité de la personne dans ce qu'elle est, dans son travail, mais aussi dans sa sphère personnelle, et c'est évidemment pris en compte. Oui, c'est ce qu'on évoquait aussi lors de notre première présentation. La personne, on la prend dans son entièreté. De toute façon, vous allez parler de choses personnelles et professionnelles. Et l'un ne va pas aller sans l'autre. Et il y aura aussi forcément des remises en cause, ou en tout cas des questionnements qui vont bousculer aussi. Le bilan, il est avec impact. Oui, c'est ça. Il y a des changements qui s'opèrent. Alors, plus ou moins rapidement, plus ou moins accompagné ou conscient, mais forcément, ça chamboule aussi un petit peu, c'est de la remise en cause. Et c'est pour ça que tout doit être possible à dire. Donc, c'est pour ça que votre alliance de travail, elle doit être forte. Parce que quand ça ne va pas, il faut être en capacité, en vérité, de le dire, parce que l'accompagnement, il sera pas opérant, entre guillemets, puisque il y a des choses qui sont pas à la connaissance ou pas posées et qui ne permettront pas d'être éclairées et d'être. Donc c'est pour ça que tout peut être dit, devrait être dit, dans la mesure dans que ça engage vos projets, etc., vos évolutions. Tout doit être dit, effectivement, comme le dit Valérie, on peut imaginer des freins psychologiques comme des peurs, par exemple, comme évoque Valérie. Donc effectivement, vous êtes aussi sur un pan, le pan de l'humain dans sa globalité, là. Donc l'humain dans sa globalité, c'est clair. Donc, redonner de la cohérence entre son identité, ses valeurs, ses aspirations et son activité professionnelle. Et tout comme on avait un entretien préalable, on a, nous, dans notre réseau, la possibilité d'assurer un entretien de suivi. Donc, on l'estime à 6 mois après le bilan de compétences, mais ça peut aller un peu plus vite ou un peu plus long en fonction de votre projet à mettre en œuvre. Mais c'est quelque chose qu'on propose. C'est effectivement, ça fait partie de la prestation. Pour pouvoir revoir et revisiter avec vous les plans d'action qui auront été définis. Donc, où vous en êtes dans leur mise en œuvre? Est-ce que vous avez besoin d'un éclairage supplémentaire? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis cette période? Alors, ça ne va pas être un deuxième accompagnement. Néanmoins, ça va nous permettre de voir si vous avez gardé le cap ou si vous avez un petit déblocage ou quelque chose qui vous serait utile. Tout le monde n'y a pas recours, mais souvent les gens reviennent de toute façon vers leur consultant 1 an après pour pouvoir leur apporter des nouvelles de ce qu'ils ont réalisé, de la façon dont s'est déroulé leur accompagnement. Donc on vous a mis un petit peu des témoignages, vous aviez eu l'occasion, Myriam, d'en voir plusieurs lors de la première présentation, mais vous voyez, par exemple, remise en question de soi, pouvoir poser des choses, c'est vraiment important
d'avoir aussi des témoignages qui nous disent voilà, j'ai réussi à me reconvertir, j'ai réussi à passer le cap, j'ai réussi à reprendre confiance en moi, je suis restée dans la structure mais j'ai évolué sur mon comportement ou j'ai évolué dans mon poste. Voilà, comme dit Valérie, un plan d'action n'est jamais figé, hein, et en fait le changement va induire le changement. Oui, c'est vrai ça. Donc, de toute façon, on tire un fil et en fait, tout va. Vous aurez été habitué à réfléchir, à remettre en question, à s'interroger, à poser. Donc, cette méthodologie-là, parce que c'est une méthodologie en fait qu'on vous propose. En fait, cette méthodologie-là, elle va rester ancrée. Et à chaque fois que vous serez face à une situation, vous réinterrogerez. Et vous aurez les outils pour réinterroger parce que vous saurez chercher. Vraiment du sur-mesure. En fait, c'est ce qui nous caractérise. Sur le DABM et le réseau, c'est de s'adapter à toute personne qui a envie de se poser des questions. Des fois, ça peut effrayer aussi de se dire ah bah oui, j'ai besoin d'une aide, d'un accompagnement, mais oui, mais c'est un temps, comme le dit Agnès, un temps pour soi. Oui, un temps pour soi. Vous faites un cadeau quand vous prenez ce temps, parce qu'un temps de réflexion et de distanciation comme ça dans une carrière professionnelle, eh ben oui, il faut se l'offrir. Parce qu'il est intéressant et nécessaire, c'est plutôt... Oui, et le changement amène au changement, comme vous dites, et là, vous êtes là. À partir du moment où on prend la décision d'effectuer un bilan de compétences, c'est qu'on a besoin, je pense, d'être accompagné dans ce changement. On a besoin d'être accompagné pour mettre en valeur en évidence, pointer nos compétences et être, comme vous l'avez bien dit au début, vous êtes à côté, vous êtes le compagnon du changement, en fait. C'est ça, c'est vraiment ça. Voilà, vous êtes acteur, vous avez les rênes, et c'est grâce au mouvement, à l'énergie que vous allez mettre dans le mouvement et dans le changement que vous arriverez à définir vos projets et à vous mettre aussi dans une réflexion en tout cas intéressante et profonde. Et puis le temps, oui, ça, au final, on est sur une durée de 6 mois peut-être, c'est ça nous on dit toujours 6 mois pour se laisser le temps, bon pas plus parce que c'est vrai qu'il faut quand même avoir du dynamisme, parce que sinon on a l'habitude, on laisse courir et puis on fait rien. On perd le fil aussi, il faut faire attention, on ne peut pas perdre le fil. En général 3 mois c'est bien. Après tout dépend de votre disponibilité, de celle du consultant, de la marge de manœuvre que vous avez aussi si vous le faites sur le temps de travail, de la période à laquelle vous allez faire votre bilan, des autres activités que vous avez conjointement. Donc il ne faut pas dépasser 6 mois parce que sinon on a tout perdu en fait. L'idée après c'est de mettre en place un projet de formation ou de VAE, donc il faut garder aussi ce dynamisme là. Après en général on parle d'une séance par semaine, on peut pas faire moins, on peut pas faire plus pardon, parce qu'on n'a pas le temps de cette réflexion. Donc il faut quand même se laisser le temps parce que les périodes d'enquête sont plus ou moins longues. Si vous avez 5 projets à tester, ce ne sera pas la même chose qu'un projet. Donc ce temps-là aussi, il va compter. Le temps de l'immersion, moi je dirais l'immersion après le bilan, mais ça après, on peut aussi l'envisager pendant, mais c'est pour ça que ça va rallonger du temps. Après, il faut aussi maintenir une dynamique, effectivement, parce que si on s'étale trop, il n'y a plus de motivation. Il faut reprendre le fil, recréer le fil. Sachant qu'entre les séances, vous avez du travail aussi. Un bilan, c'est pas juste un rendez-vous chez le psy où on va échanger. C'est vraiment du travail. On va vous demander de compléter des supports écrits. Alors certaines fois, les gens nous disent vous nous avez donné des devoirs. Alors effectivement, c'est pas scolaire, donc c'est pas des devoirs, mais c'est quand même du travail de réflexion que vous êtes les seuls à mener et qui vont nous servir nous de matière pour travailler. Si vous n'apportez pas la matière, nous, on ne va pas servir à grand-chose. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir envie de s'impliquer. C'est aussi sur le temps. Puis après, vous avez nos contacts. Si vos collègues sont intéressés aussi par ce type d'accompagnement. On a parlé du CPF et du plan de développement des compétences, mais aussi on a du financement personnel aussi. Certaines fois, si ça tient à cœur d'une personne et que c'est vraiment intéressant de débloquer des choses, on peut aussi mobiliser du financement personnel. Et tout va dépendre de ce que vous voulez vraiment mettre en œuvre. Et encore une fois, ça nous est arrivé avec des facilités de paiement, d'avoir des gens qui financent eux-mêmes parce que pour eux, c'est devenu le seul moyen d'avancer. Je suis vos activités sur LinkedIn pour me faire... Alors ça,
C'est un outil intéressant LinkedIn parce que je vois, en termes de fiches métiers, je vois vos activités. Je vois les fils, je vois les réseaux, les relations, et c'est une façon aussi, moi je trouve, de se faire une représentation des missions de professionnels. Et ben si on a pu répondre à vos questions, on est ravis. Tu avais déjà transmis les coordonnées. Oui. D'accord, c'est pas grave. Ok, super. Donc ça c'est très bien. On vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. À très bientôt à d'autres aventures. Voilà. Oui.